Au Québec, on dit souvent qu'on est reconnu pour la poutine et le hockey. Mais on se distingue aussi par la créativité, notre camaraderie et l'innovation de nos entreprises technologiques. Il est temps d'associer le Québec au techno autant qu'au sirop. De montrer que nous sommes une industrie en santé qui multiplie les succès et qui a tout pour se démarquer à l'international. Cette saison, nous vous invitons à repousser vos limites et à vous ouvrir au monde, prêts à relever nos défis comme on affronte une tempête de neige. Parce que ce qu'on fait à l'AQT et chez nos entreprises techno, ce n'est pas de la poutine.
Québec, on dit souvent qu'on est reconnu pour la poutine et le hockey. Mais on se distingue aussi par la créativité, notre camaraderie et l'innovation de nos entreprises technologiques. Il est temps d'associer le Québec au techno autant qu'au sirop. De montrer que nous sommes une industrie en santé qui multiplie les succès et qui a tout pour se démarquer à l'international. Cette saison, nous vous invitons à repousser vos limites et à vous ouvrir au monde, prêts à relever nos défis comme on affronte une tempête de neige. Parce que ce qu'on fait à l'AQT et chez nos entreprises techno, ce n'est pas de la poutine. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à cet événement. Donc, on se rencontre aujourd'hui avec le gouvernement du Québec, les représentants du ministère des Finances et Investissement Québec, que je remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sachez qu'on apprécie. Donc, il y a plus de 150 participants qui sont présents aujourd'hui, signe que le sujet est d'un grand intérêt. Alors, vous comprendrez que cette présentation aujourd'hui, c'est le fruit quand même d'un travail de longue haleine, travail qui s'est fait grâce à la mobilisation active de nos membres et aussi grâce à la collaboration de nos partenaires chez BDO, que je remercie également. Donc, si je vous brosse un portrait des derniers mois, dans le fond, on se rappellera qu'au printemps, lorsque l'annonce a été faite au budget, qu'on remplaçait le CDAE par le CDAE-IA, ça a soulevé de nombreuses préoccupations chez nos membres au sein de l'industrie.
et on a rapidement communiqué vos préoccupations au gouvernement du Québec, notamment au ministère des Finances. Euh, Naturellement, pour que nos communications soient documentées, on a rapidement lancé une vaste consultation chez nos membres. On voulait vraiment comment documenter les impacts que vous pressentiez, puis, dans le fond, porter votre voix au gouvernement avec des documents, des données qui étaient prises sur le terrain, pardon. Donc, pour ce faire, on a mandaté la firme BDO pour réaliser une vaste étude et ensuite approfondir le tout avec des tables rondes. Donc, on a débuté avec un sondage qui était assez exhaustif auquel la vaste majorité de nos membres a participé. Par la suite, on a réalisé des tables rondes auxquelles ont participé des dizaines et des dizaines d'entreprises. Et pour que ces tables rondes reflètent bien la voix aussi des entreprises et de notre industrie, y ont participé des entreprises de toute taille, des entreprises qui développent des produits, des services à tous les stades de maturité et aussi qui visaient l'ensemble des secteurs d'activité économique. Donc, armés de toutes ces informations, ça nous a permis de comprendre concrètement la réalité de l'intégration de l'IA dans vos solutions, mais aussi de l'intégration chez vos clients. En parallèle à toute cette série de tables rondes qu'on a faites avec l'industrie et tout au long du processus, on a maintenu des rencontres régulières avec les représentants du ministère des Finances, avec les représentants d'Investissement Québec, pour les tenir informés vraiment de ce qu'on entendait comme préoccupation sur le terrain et porter votre voix naturellement avec le plus de données possible. Donc, il a été discuté avec eux du caractère évolutif de l'adoption de l'IA, que c'est inégal selon certains secteurs d'activité. On voulait clarifier les critères d'admissibilité, avoir une plus grande prévisibilité, voire même une intégration progressive. C'est des sujets notamment qui ont été discutés dans les discussions, dans les rencontres avec les intervenants. Au cours de ces travaux, on a déposé au ministère des Finances et Investissements Québec un rapport préliminaire pour les aider à nourrir leur réflexion aussi. Et le rapport final leur a été soumis en décembre et il vous a aussi été communiqué en décembre. Et ce document d'une soixantaine de pages dont le lien sera disponible à l'écran vous a été fourni en décembre et fait état de la situation de notre industrie, le contexte mondial de l'intégration de l'IA et contient aussi 9 recommandations. On compte bien faire des suivis sur le sujet, puis je pense même qu'on va obtenir des clarifications au cours de la présente session. Donc, aujourd'hui, en termes de déroulement, nous aurons 2 interventions. D'abord, celle du gouvernement pour expliquer, du ministère des Finances, pour expliquer les tenants de la mesure. Et pour les 2 interventions, nous avons fourni à l'avance toutes les questions qu'on a reçues au moment où les participants se sont inscrits. Donc, longue liste de questions auxquelles ils vont tenter de répondre dans la mesure du grand possible. Je pense que c'est le cas. Et d'abord, on va commencer avec la présentation du ministère des Finances sur l'explication des objectifs de la mesure et ça sera suivi d'Investissement Québec pour décrire les modalités d'application. Le format d'aujourd'hui ne permettra pas de prendre des questions de l'audience. Par contre, vous pourrez le faire après la présentation. On va rendre disponible un formulaire. S'il y a d'autres questions qui subsistent, vous pourrez nous les transmettre. On va les transmettre à nos intervenants, puis nous, on va rendre les réponses disponibles dès que possible sur le portail des membres. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a une heure qui est très riche en contenu, je vous présente notre premier invité. Il s'agit de M. Nicolas Tremblay. Donc, M. Tremblay travaille au ministère des Finances depuis 2014. De 2020 à 2025, il était le directeur général de la politique fiscale aux entreprises.
et depuis avril 2025, il est le sous-ministre adjoint au développement économique, aux politiques aux entreprises et aux sociétés d'État. Alors, pour une vingtaine de minutes, M. Tremblay, sans plus tarder, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde. Merci de prendre le temps de nous recevoir pour parler notamment d'intelligence artificielle, de mesures fiscales. C'est un élément qui est très important pour nous de prendre le temps de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir échanger. Je vais peut-être dans un premier temps remercier les membres de mon équipe qui m'ont aidé à répondre à vos questions, qui ont pris le temps de les analyser. Je vais passer dans la présentation avec vous pour vous présenter les principaux objectifs de la politique fiscale. Puis à la suite, là, on aura un certain échange là, avec Mme Martel là, pour répondre à des questions spécifiques qui n'auront pas été répondues là, au sein de la présentation. Là. Donc, sans plus tarder, est-ce que vous pouvez faire changer l'acétate? Là, oui, voilà, merci. Ou même la prochaine, ça serait parfait. Dans un premier temps, bon, comme je vous indiquais, la présentation je vais présenter un bref historique là, de ce qu'on a fait au gouvernement en matière de soutien à l'aide au développement du secteur des TI au Québec. Par la suite, je vais faire un survol des objectifs, là, des modifications qui ont été faites au dernier budget, là, au budget 25-26, mais en faisant un certain détour pour les modifications qui ont été faites au budget précédent, parce que, bien évidemment, on a fait des modifications là, lors de 2 exercices là, subséquents. Et puis finalement, comme je disais, là, il y aura une période de questions. Si on pouvait aller à la prochaine acétate, s'il vous plaît. Donc, le secteur des TI a grandement évolué là, dans les dernières années. Lorsqu'on regarde depuis les années 90, là, le gouvernement a apporté un soutien qui a été évolutif, là, un peu au même rythme que les technologies se sont déployées là, dans le secteur des TI au Québec, là, en commençant par au début pendant les années 90, là, quand le commerce en ligne puis les moteurs de recherche ont commencé à être plus présents. Il y avait les sites désignés où on avait du développement des affaires électroniques, l'entretien de solutions, l'exploitation des solutions. Puis avec les années 2000, quand les logiciels de gestion ont commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, puis que ça a entraîné l'apparition des données plus importantes d'entreprises, puis le déploiement de l'info nuagique. Le gouvernement a transité des sites désignés vers le CDAE. Fait qu'on est parti d'un endroit où on disait il y a certains sites au Québec où on va favoriser l'implantation d'entreprises technologiques. Le Québec sera une place où on favorisera le développement des entreprises dans le secteur des TI. Puis en 2020, avec la volonté du gouvernement d'intégrer de plus en plus les logiciels puis de numériser davantage des entreprises au Québec, là, on a introduit dans un crédit d'impôt à l'investissement les logiciels de gestion pour que les entreprises qui font affaire avec les fournisseurs de solutions TI aient un incitatif là, à prendre les produits qui ont été développés, notamment grâce au CDAE. Puis, avec l'adoption depuis, disons, plus récente, là, de 2022-2023, de l'intelligence artificielle, il est apparu évident qu'on devait continuer à faire évoluer nos outils
de solutions d'aide au développement du secteur des TI là, vers l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on a annoncé en 2026 là, le CDAE-IA. Prochaine acétate, s'il vous plaît. Si on fait un bref rappel du crédit d'impôt pour affaires électroniques, on voit que c'est un crédit d'impôt qui avait été mis en place en 2008-2009 au budget pour développer les entreprises du TI. Il y avait comme deux objectifs là, pour développer le secteur des TI. Dans le secteur des affaires électroniques, fait qu'on parlait vraiment du business to business, là, si on veut utiliser le terme consacré. Mais on voulait aussi stimuler l'offre de solutions informatiques pour que les sociétés, les entreprises québécoises soient davantage aient accès à une offre québécoise ou à une offre de solutions qui étaient davantage appropriées à leurs besoins pour accroître leur productivité. Puis à la prochaine acétate, on va voir que au budget 24-25, peut-être changer l'acétate, s'il vous plaît. À la prochaine acétate, on voit qu'on a au budget 24-25 modifier le niveau d'aide dans le CDAE. Puis ça, c'est assez important parce que c'est un peu la base de notre réflexion des changements en 25-26, puis c'est une portion importante du contexte. Il y a plusieurs changements qui ont été faits dans le budget 24-25 qui visaient le secteur des TI, notamment le CDAE, mais aussi les effets visuels puis les jeux vidéo. L'idée était dans un premier temps, d'assurer un meilleur équilibre au niveau du support dans les divers secteurs des technologies de l'information. Puis pour ça, puis essayer de, en revoyant cet équilibre d'aide entre les diverses mesures, on voulait aussi recentrer l'aide fiscale là, sur les emplois à plus haute valeur ajoutée dans le but, évidemment, de maximiser les retombées au Québec. Fait que les changements qui ont été apportés au budget 24-25, c'est, dans un premier temps, l'ajout d'un seuil d'exclusion sur les dépenses admissibles équivalent au montant personnel de base du régime d'impôt des particuliers. Puis la logique en arrière de ça, c'est de dire les entreprises vont recevoir un crédit d'impôt sur la portion de salaire que les individus paient de l'impôt en lien avec cette portion de salaire-là. Puis le montant personnel de base, pour ceux qui sont moins familiers avec l'impôt des particuliers, c'est le montant sur lequel chacun des contribuables au Québec n'est pas imposé. Ensuite, avec l'introduction, de manière corrélaire à l'introduction de ce seuil d'exclusion, là, on a retiré le plafond salarial de 83 333 qui était applicable à chacun des emplois là, admissibles. Puis, on a aussi modulé le taux du CDAE là, graduellement. Là, on a porté des changements graduellement jusqu'en 2028 pour qu'il y ait une portion remboursable de 20 et non remboursable de 10 des changements qui ont été faits de manière similaire là, dans le crédit d'impôt visant l'industrie des titres multimédia là, pour s'assurer d'avoir cet équilibre entre la compétition là, entre les entreprises qui emploient des employés du secteur des TI, des deux grands secteurs là, qui sont présents au Québec. Le prochain acétate, s'il vous plaît. La conséquence que ça avait, puis je pense que ce bout-là est assez important, c'est que les modifications, ils permettaient de cibler les emplois mieux rémunérés. Puis ce que vous voyez ici graphiquement, c'est le taux effectif d'aide fourni par le crédit d'impôt selon le salaire versé aux employés. Fait qu'on voit que avant les changements apportés au budget 24-25, le taux d'aide était de 30 jusqu'au salaire de 83 333. Puis après ça, le salaire diminuait, l'aide effective pour un employé diminuait graduellement.
en ayant comme objectif de viser les salaires à plus haute valeur ajoutée puis les emplois mieux rémunérés. Le changement qu'on a apporté par l'introduction d'un montant personnel du montant personnel de base comme seuil d'exclusion, c'est que le taux effectif d'aide sur un emploi donné devient croissant en fonction du salaire. Donc, plus un employé est bien rémunéré maintenant, plus le niveau d'aide est important. Puis le point de bascule, c'est quand un employé est payé un petit peu plus de 100 000 par année, le niveau d'aide est similaire là, que dans l'ancien régime avant les modifications 24-25. Il y a une portion, on sait qu'il y a une portion quand même importante des emplois dans le secteur des CELI, des TI qui se situent au-delà de 100 000 par année. Fait qu'il y a une grande portion d'entreprises qui ont eu une certaine bonification là, au niveau de l'aide là, pour leurs employés. Prochaine acétate, s'il vous plaît. Le constat que ça nous a amené aussi en parallèle à ça, puis c'est pour ça qu'il y a eu une réflexion pour des changements additionnels au budget 25-26, c'est que la croissance du coût du crédit d'impôt a vraiment été importante depuis 2018-2019 avec l'accélération de la numérisation là, de l'économie. Le crédit d'impôt a cru de 7,1 par année. C'est une hausse de plus de 50 du coût. Là. Il est passé de 439 millions de dollars en 18-19 à 658 millions de dollars en 24-25. Puis, on prévoyait que cette croissance-là là, allait se maintenir au cours des prochaines années. Il y avait plus de 30 000 emplois admissibles, près de 700 entreprises. Bien que près de 90 des bénéficiaires de la mesure, c'est des PME, les grandes entreprises représentent plus de 60 du coût. Il y avait quand même un travail à faire pour recentrer là, la mesure pour contrôler la croissance des coûts dans le contexte financier que la plupart des gens ici sont probablement au courant, là, qui est plus difficile là, pour le gouvernement. Donc, prochaine acétate, s'il vous plaît. Cette situation-là s'explique principalement par la croissance de l'emploi dans le secteur des TI au cours des dernières années, avec, comme je disais, la numérisation de l'économie. Les emplois ont cru de plus de 160 là, dans le secteur de la conception de logiciels, de systèmes informatiques, puis l'édition de logiciels. C'est près de 7 fois plus rapide que dans l'ensemble de l'économie. Puis cette situation-là, évidemment, là, devrait perdurer là, dans les prochaines années. Fait que ça nous a amené à la prochaine acétate, s'il vous plaît. Dans le cadre du budget 25-26, on a réorienté le CDAE et on l'a transformé pour en faire le CDAE-IA. Donc, les objectifs qui étaient visés par ces modifications-là, c'est de réorienter l'aide vers des activités à plus forte valeur ajoutée dans le secteur des TI, mieux refléter évidemment les modifications technologiques que je vous ai parlé plus tôt. Concentrer l'aide sur l'intelligence artificielle dans lequel le Québec a un avantage concurrentiel. Puis évidemment aussi inciter les entreprises à intégrer davantage des solutions d'intelligence artificielle dans leurs opérations. Les changements qu'on a faits à la prochaine acétate, merci, pour réorienter vers l'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle la modernisation des activités admissibles, c'est qu'on a recentré les activités sur les affaires électroniques qui intègrent des fonctionnalités d'intelligence artificielle de manière significative, que je suis pleinement conscient que plusieurs d'entre vous ont des questions sur ce que ce terme signifie, puis que mes collègues d'Investissement Québec nous feront certainement le plaisir d'apporter certaines précisions. On a aussi ajusté les critères là, pour les sociétés qui font de l'intelligence artificielle dans le but de permettre aux entreprises qui font du traitement puis de l'hébergement de données, qui est un élément qui est plus important là, dans les sociétés qui sont spécialisées en intelligence artificielle pour se
pour leur permettre là, de se qualifier plus facilement à la mesure. Donc, on a restreint en termes de type de contrat de TI ou de développement admissible, mais on a élargi les types d'entreprises qui pouvaient s'y qualifier. Évidemment, on n'a apporté aucune restriction quant aux technologies d'intelligence artificielle utilisées. C'est vraiment une définition très large d'intelligence artificielle parce que le secteur est quand même encore en croissance, puis il est difficile d'identifier quelles seront les technologies d'intelligence artificielle porteuses pour les prochaines années. Puis, évidemment, l'interprétation du critère par Investissement Québec là, sera fait selon la nature puis l'impact de l'intégration et non pas sur la base d'un seuil quantitatif là, ou d'un certain pourcentage d'un contrat, par exemple. Donc, prochaine acétate, s'il vous plaît. Les autres modifications qui ont été apportées au CDAE pour le transformer en CDAE-IE, c'est le retrait des activités d'entretien et évolution qui, de manière générale, étaient peut-être à plus faible valeur ajoutée. Puis qui demandaient peut-être des compétences un peu moins complexes et les salaires étaient évidemment moins élevés là, que dans la portion plus développement là, en tant que tel. Puis on a aussi réduit de 50% l'aide fiscale pour les sociétés qui rendent des services là, à des sociétés avec lesquelles ils ont un lien de dépendance. Là, quand c'est direct, c'est liés avec des projets qui sont utilisés à l'extérieur du Québec. C'est pour prendre en considération que le risque d'affaires pour ces sociétés-là qui offrent des services d'impartition au sein de leur même groupe corporatif est moins grand que pour une société TI qui doit le faire pour des clients externes où la compétition elle est plus large que la compétition là, à l'interne. Prochaine acétate. Donc, une fois qu'on ces changements-là viennent qui a été annoncé au budget 2025, là, les modifications, ils s'appliquent pour les exercices financiers là, qui ont débuté à partir du 1er janvier de cette année. Donc, on s'attend à ce qu'en 2027, là, on ait le dépôt là, des demandes d'attestation à Investissement Québec, là, puis les formulaires de réclamation à Revenu Québec. Là, puis, le dernière acétate. Pour comment la manière que ça fonctionne, de manière générale, au ministère des Finances, on conçoit les mesures, on les met en place avec le budget, les bulletins d'information. Vous allez voir Investissement Québec prochainement qui s'occupe de l'application de la loi sur les paramètres sectoriels, donc des autorisations, puis le paiement du crédit d'impôt là, se fait par Revenu Québec là, en vertu de la loi sur les impôts. Donc, ça complétait la présentation. Je crois qu'on va le prochain acétate, mais c'est la période de questions. Je crois qu'il y a certaines questions. Oui, M. Tremblay, j'avais quelques questions là, qui n'étaient pas répondues dans la présente présentation. Puis je vous rappelle que pour les participants, il n'y aura pas de période de questions en ce moment, puisque le temps ne nous le permettra pas, mais vous allez pouvoir nous les acheminer après la présentation. Bien, un des éléments que vous avez mentionné en début de présentation, c'est le fait que vous vouliez restreindre la croissance du coût de cette mesure-là, là, qui était à 658 millions en 24-25, prévu en tout cas. Avez-vous déjà mesuré les impacts de la transformation que vous faites au crédit, justement les impacts financiers sur le portefeuille du gouvernement? Peut-être c'est pour les gens moins habitués à la fiscalité, il y a toujours un délai entre le moment où on fait des changements et le moment qu'on est en mesure de réellement mesurer les impacts en termes de financiers ou d'impact sur le cadre financier pour le gouvernement. Puis la dynamique est simple, comme vous avez vu. On a fait les changements qui s'appliquent à partir du 1er janvier de cette année ou pour les années d'imposition, mais on aura les effets sur les demandes des entreprises uniquement en 2027. Là. Fait que le temps que
pour une année donnée, on reçoive l'ensemble des déclarations de revenus à Revenu Québec, que les cotisations soient faites. Ça peut prendre un certain temps avant qu'on ait des données réelles. Par ailleurs, dans nos analyses, on a la capacité, évidemment, d'évaluer quels seront les impacts sur une mesure d'un geste donné. Puis les chiffres que je vais vous donner sont quand même de manière générale, là, parce que je le sais très bien que les changements qu'on a faits pour une entreprise donnée peuvent être différents de l'ordre de grandeur que je vais partager. Certaines entreprises, les impacts vont être plus, certaines entreprises, les impacts vont être moins, puis il y a certaines entreprises qui vont être juste gagnantes. Mais de manière générale, on s'attend à ce que les changements qui ont été annoncés au budget 25-26, sans prendre en considération ce qu'on a fait au budget précédent, ça représente une réduction d'environ 30 là, du coût de la mesure. Donc, c'est pour vous donner une ordre de grandeur. Puis, on aura réponse à la question que vous m'avez posée, Mme Martel, quelque part en 2028, probablement. Là. Fait que, est-ce que sur l'impact final là, sur le coût? Fait qu'on, on a encore une certaine période d'incertitude. Fait que c'est dur pour moi de répondre de manière autre que par des estimés. Je comprends. Une question qui est souvent revenue lorsqu'on rencontre des entreprises, c'est le fait que sous l'Ancien régime, ben, il y a un certain moment donné où il y a eu la possibilité pour les entreprises d'accumuler des crédits non remboursables. Et puis, avec l'entrée en vigueur de la présente mesure, si l'entreprise ne se voit pas admissible au CDAE-IA, ben, qu'est-ce qu'il advient de son cumulatif de crédit non remboursable qu'elle a gardé comme en réserve? Ben, il y a peut-être deux éléments là, comme réponse à cette question-là. Dans un premier temps, on n'a pas changé les critères pour l'admissibilité de la société au niveau corporatif. C'est plus au niveau des contrats là, qui y a des modifications. Donc, les entreprises qui demeurent, qui rencontrent encore la porte d'entrée, là, est moins d'enjeux, mais on a été mis au courant, notamment grâce aux discussions qu'on a eues avec vous là, de cette problématique-là. Les équipes sont actuellement à analyser la problématique, puis identifier une solution. Là, si on se rend compte qu'il y a des entreprises qui se retrouvent pénalisées de manière indue là, par les changements qui ont été faits. Là. Fait qu'il pourrait y avoir des ajustements techniques annoncés par bulletin d'information ultérieurement, là, mais la problématique est actuellement en analyse là, au ministère. Puis on va le faire de manière le plus diligemment possible là, donc, merci d'avoir porté la problématique à notre attention. Là. Ça démontre quelle est la valeur qu'il y a dans les échanges qu'on a réguliers avec vous. Oui. C'est arrivé un peu par accident, cette information-là qui a été validée à quelques reprises. On fera le suivi avec vous là-dessus. Puis s'il y a des membres aussi qui sont interpellés par ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, autre chose aussi, on parle beaucoup de la modernisation de l'État. On veut améliorer les processus de l'État, du gouvernement, grâce à l'implication ou l'intégration de l'IA. On trouve qu'il y a une certaine incohérence dans le fait que les entreprises pourraient être pénalisées si les salaires ne sont pas admissibles, les salaires des employés travaillant sur des contrats de l'État ne sont pas admissibles aux projets gouvernementaux qui intègrent de l'IA. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de dire qu'on n'a pas changé la manière que ça fonctionnait actuellement avec le CDAE. Déjà, au niveau des contrats gouvernementaux, là, la situation reste la même. On voit ça comme une opportunité de manière générale. Là, si on fait un pas en arrière puis on est au-delà de la fiscalité, on voit ça comme une opportunité pour les entreprises québécoises qui ont une expertise dans le secteur de l'intelligence artificielle.
Le gouvernement a comme objectif de favoriser le développement de l'écosystème québécois. Fait que quand il y aura des appels d'offres pour le développement de solutions, évidemment, on encourage les sociétés québécoises à y participer puis à présenter leurs solutions. Ça représente pour nous, de manière générale, pour le gouvernement, là, une belle opportunité là, de consolider notre savoir-faire. Et puis c'est une aide en tant que telle là, au développement de nos sociétés. Là. Fait que on n'attend pas faire de changements particuliers pour le CDAE pour s'assurer que ça soit admissible sur les contrats gouvernementaux, là, qu'on le paye d'une main ou d'une autre, c'est les deux mains. Là. C'est les deux mains du même État, là. Fait qu'on le donne dans le crédit d'impôt ou qu'on le donne via un contrat, c'est un peu la même chose. Fait qu'on on préfère concentrer notre dépense dans une des deux avenues, là. Disons ça comme ça, que de le donner de deux manières. Ce qui ressortait souvent, c'est le fait que, dans le fond, la mesure est quand même assez complexe, hein, parce qu'on a eu ces échanges-là quand même assez fréquemment avec vous. Tu sais, la notion des pourcentages du temps admissible, du temps passé sur un contrat. Donc, si l'expertise de l'employé se développe grâce à des contrats gouvernementaux, mais que ça le rend inadmissible parce que le pourcentage n'est pas suffisamment élevé, là, je pense qu'il y a peut-être encore un petit peu de réflexion qu'on pourrait avoir avec vous là-dessus pour être sûr qu'on développe la bonne expertise ici, mais en pénalisant pas les entreprises qui accepteraient des contrats gouvernementaux, là. Je suis toujours ouvert à poursuivre la discussion avec vous. Là. On est habitué à échanger, on se connaît depuis longue date. Là. Fait que, Ouais. je trouve ça très intéressant là, toutes les fois qu'on a des échanges. Là. Fait qu'on poursuivra les échanges sur cet élément-là là, avec plaisir. Parfait, merci. Bien, merci, Monsieur Tremblay. On va cesser l'échange sur ce point pour passer tout de suite à la présentation d'Investissement Québec. Et ben, j'apprécie le fait qu'on garde le dialogue ouvert aussi, là. Fait qu'un gros merci à vous. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant inviter nos intervenants d'Investissement Québec à vous parler des modalités d'application de la mesure, chose qui a été aussi vivement discutée dans les derniers mois. Donc, nos deux présentateurs, dans le fond, ils ont occupé différents postes dans le secteur financier au cours des dernières années avant d'être nommés respectivement directeur des mesures fiscales pour Montréal et pour Québec. Donc, Monsieur Pascal Joly, qui est directeur des mesures fiscales chez Investissement Québec à Montréal, et Monsieur Marc Gingras pour la région de Québec. Alors, messieurs, je vous cède la parole sans plus tarder, puis je pense que vous allez apporter beaucoup de précisions qui sont attendues. Parfait. Merci, merci pour le temps. On va y aller rondement, considérant le délai, notre délai imparti. Donc, petit rappel. La présentation. Est-ce que vous voyez la présentation? On va la mettre à l'écran, OK. Monsieur Gingras, allez-y. OK. Je n'ai pas le contrôle. Je n'ai pas le contrôle. Donc, il va falloir. Ah, parfait. Allons-y rapidement. Donc, un petit rappel par rapport à la mesure. Donc, la société pour présenter une demande, la société doit venir voir Investissement Québec dans les 15 mois suivant la fin de son exercice financier. Peut aller jusqu'à 18 mois là, si la société a une raison. Elle a besoin de deux attestations, soit une attestation de société, une attestation d'employé. Naturellement, on fait la petite précision de transmettre les attestations à Revenu Québec le plus tôt possible. Non, je n'ai pas le contrôle. Prochaine acétate, s'il vous plaît. Et encore la prochaine. Pour l'attestation de société, on va y aller beaucoup par rapport aux modifications. Donc, trois critères à respecter. Le critère relatif aux proportions en TI, le critère relatif aux services fournis, ainsi que le maintien d'un minimum d'emplois.
Les modifications se situent principalement dans le deuxième test du critère 1 sur les activités de TI. Prochaine acétate, s'il vous plaît. Encore. Donc, encore une fois, désolé, on a fait la présentation, elle est très complète, donc on l'a fait beaucoup par support, mais par question de temps, je pense qu'on va y aller un petit peu plus rondement. Donc, bougez pas, je vais regarder. Il paraît que je vais juste faire un test. Ici, réunion. Désolé, petit problème technique. Non, je ne suis pas capable de prendre le contrôle. Donc, ça a été un petit peu trop vite. 2 acétates précédentes, s'il vous plaît. Ici. Donc, considérant pour le premier test là, des activités, il n'y a pas de changement. Un peu comme pour le deuxième test du 50 comme il a été évoqué par M. Tremblay, il y a un quotient supplémentaire qui a été ajouté, soit par rapport au traitement de données. Donc, un élargissement pour favoriser un petit peu des entreprises qui étaient précédemment non admissibles. Prochaine acétate, s'il vous plaît. Ici. Le critère 2, donc le critère qui permet le test pour s'assurer que les sociétés font affaire avec des sociétés sans lien de dépendance ou exclusivement à l'extérieur du Québec. Même chose, le quotient qui a été ajouté pour le deuxième test du critère 1 a été aussi ajouté pour le critère 2, le critère des services relatifs aux services fournis. Pas de changement pour le reste. Bien entendu, petite précision par rapport aux biens qui sont développés, intégrés dans un bien plutôt, tout le développement de quelque chose qui est intégré dans un bien, autant aux revenus qu'aux activités des employés. Ces activités-là ne sont pas admissibles. Donc, juste une petite précision par rapport à l'intelligence artificielle qui pourrait être des fois intégrée dans un tel bien. On pourrait venir poser des questions à ce niveau-là. Prochaine acétate. Oui, je vais continuer dans le fond avec l'attestation d'employé. Évidemment, ça n'a pas changé. Un employé admissible, c'est toujours quelqu'un qui occupe un emploi à temps plein, minimum 26 heures, durée minimale prévue de 40 semaines. Donc, pour ça, ça ne change pas. J'aimerais par contre apporter une certaine précision. Il ne faut pas oublier, pour avoir accès à l'attestation de société, il y a un critère là, du minimum d'emploi qui est un minimum de 6 employés admissibles en tout temps durant l'exercice réclamé. Évidemment, il y a 2 exceptions, soit les entreprises en démarrage ou bien s'il y a un transfert d'activité. Évidemment, à partir du 1er janvier 2026, on va parler un peu plus tard là, de certains critères là, qui touchent la modification du CDAE vers le CDAI. Mais ce qui est important de comprendre, c'est possible qu'une société, par exemple, qui a 7 employés admissibles à la fin de l'année, le 31 décembre 2025, ces 7 employés-là, 5 développeurs, 2 personnes de support technique niveau 2, ne soit plus admissible à partir de 2026. On va l'expliquer plus tard, évidemment à cause de certaines activités là, qui ne le seront plus. Évidemment, on va toujours regarder la notion de 75% du temps travaillé par l'employé. Ça n'a pas changé. Évidemment, c'est de s'assurer que l'employé fait au moins 75%. C'est un critère, ça passe ou ça casse, donc on l'atteste ou on ne l'atteste pas. On n'atteste pas un pourcentage, on atteste vraiment l'employé s'il est admissible ou non. Si vous pouvez changer la planche, s'il vous plaît. Donc, les nouveautés au niveau de l'attestation d'employé, évidemment, on a la nouvelle notion, soit que pour être admissible, un employé devrait être principalement lié aux affaires électroniques qui intègrent les fonctionnalités d'IA de manière significative pour qualifier un employé. Donc, je vais y revenir. Les affaires électroniques, c'est toujours là, c'est toujours central. On veut améliorer les processus d'affaires de ceux qui utilisent vos solutions, donc ça ne change pas. Il y a la notion d'IA, évidemment, qui a été rajoutée. Et puis, un autre élément important, ça a déjà été mentionné là, par M. Tremblay, mais c'est le retrait des activités d'entretien et d'évolution qui étaient accessoires aux activités de développement. Je vais y revenir un peu plus tard pour plus de précision. Au niveau des activités admissibles au CDAE, la structure de la loi n'a pas changé. Donc, c'est toujours les mêmes types d'activités qui sont admissibles. Évidemment, on commence toujours avec le service conseil.
vous savez déjà, c'est comme ça actuellement, ben, pour qu'il soit admissible, le service conseil en TI, il faut absolument qu'il se rapporte à un des prochaines activités admissibles, soit le développement ou l'intégration de systèmes d'information ou d'infrastructures technologiques. On a également le développement des services relatifs à la sécurité et à l'identification. Évidemment, le contexte qu'on veut, c'est un développement ou une intégration de systèmes d'information d'affaires électroniques qui intègrent des fonctionnalités d'IA. Si vous pouvez changer la planche, s'il vous plaît. Donc, une précision relative au niveau des actifs admissibles, évidemment, l'activité devra être principalement liée aux affaires électroniques, donc ça n'a pas changé. Par contre, on rajoute la notion qui intègre des fonctionnalités d'IA de manière significative. Et puis, un élément qui était là, par contre, la loi est venue le préciser, mais c'est un élément lorsqu'on fait l'analyse des dossiers, qu'on vous posait déjà ces questions-là. Donc, on va regarder évidemment que ces activités-là qui sont réalisées par l'employé se rapportent à un mandat, un projet ou un produit qui intègre des fonctionnalités d'IA de manière significative. On fait la même chose actuellement, on regarde si le mandat, le projet ou le produit est en affaires, est lié aux affaires électroniques. Maintenant, ben, on va rajouter un élément de plus. Donc, si vous pouvez changer. Évidemment, beaucoup de questions là-dessus. L'expression de manière significative, c'est nouveau. Donc, au niveau du CDAE, évidemment, on a défini le terme. Vous avez dans notre fiche détaillée qui est disponible depuis le mois de juin dernier, qui a été mis à jour en décembre, une définition, dans le fond, de l'expression de manière significative. Évidemment, on y va avec le sens général des mots. Donc, c'est un impact qui doit être important ou notable. Donc, il doit y avoir un changement substantiel où ça améliore de façon considérable les performances, l'efficacité. Évidemment, l'IA doit jouer un rôle important. Ça apporte une réelle valeur ajoutée. C'est un terme qui est revenu. On lit l'énoncé du budget, on cherche à ajouter de la valeur dans la productivité dans nos entreprises. Donc, ce sont des termes qui sont importantes. On nous pose souvent la question comment vous allez déterminer ça. Évidemment, on en parle déjà dans notre fiche détaillée. Ça sera pas, il n'y a pas de pourcentage en tant que tel. Ça va être fait de façon qualitative. Évidemment, on va poser des questions. On veut s'assurer qu'il y a un avant, un après. Vous allez venir démontrer chez nous à partir de documents que vous avez, que ce soit vos rapports. Vous avez déjà investi en R&D au niveau de l'intelligence artificielle, donc on va vouloir voir ça. Évidemment, des démonstrations, on va vous rencontrer, évidemment, vous allez nous présenter, puis ça va être de démontrer cet ajout-là justement des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça a apporté de plus à votre produit, par exemple? Donc, ça va être des éléments qui vont être pris en compte. Éventuellement, on va mettre à jour certaines directives, donc des types de questions que vous allez avoir dans le formulaire du CDAE IA. Et on va venir poser des questions qui vont vous enligner justement pour bien répondre, là, puis démontrer que cet ajout-là n'est pas cosmétique. On n'a pas juste rajouté de l'IA là, pour être admissible à la mesure CDAE-IA, mais qu'il y a vraiment une augmentation des performances là, de votre produit ou chez le client, une augmentation de productivité en ajoutant ça. Donc, si vous pouvez changer l'acétate. Parfait. Les deux prochaines planches, c'est par rapport à des questions que nous avions reçues. Donc, la première, c'est par rapport à une société qui a un exercice financier. Il y a une petite coquille. Donc, du 1er janvier au 31 décembre 2026. Elle a 7 employés, peu importe qui travaillent sur un produit vraiment à l'interne. La question était si les travaux liés aux activités de développement d'un produit intégrant de manière significative des fonctionnalités d'IA débutent à compter du 1er mai 2026 et qu'il s'agit du seul produit de la société qui a intégré de telles fonctionnalités, la société sera-t-elle disqualifiée en raison du non-respect du critère du 6 emplois? La réponse est oui. En effet, les employés doivent, à partir du moment que la mesure, les changements commencent le 1er janvier 2026, nous allons regarder le 1er mai 2026 étant plus de 25%, ben, tous les travaux qui n'ont pas eu d'intelligence artificielle ne pourront pas être
considéré admissible. Donc, l'employé et la société ne pourront pas être se considérer comme admissibles. Prochaine question. Prochaine table. Oups. Donc, l'autre question par rapport à des activités qui ont débuté, mettons, en 2025, mais les fonctionnalités d'IA vont être terminées plus dans les années soit 2026, 2027 ou même voire un petit peu plus tard. Est-ce que ces activités réalisées par les employés ayant travaillé sur ce projet seront considérées admissibles? Donc, les activités effectuées à l'égard d'un mandat ou d'un projet dont le développement s'effectue sur plusieurs exercices pourront constituer des activités admissibles. Donc, nous, dans le travail chez Investissement Québec, quand on va recevoir votre demande, ça va vraiment être de vérifier, d'analyser soit vos plans de développement, soit toutes sortes de choses avec Scale AI pour voir est-ce que le projet inclura dans le futur de l'intelligence artificielle. Et si la démonstration est faite, ben, nous allons considérer le mandat admissible ainsi que les employés qui font des activités admissibles sur ce projet-là. Dans les activités exclues au CDAE-IA, évidemment, il y en a quelques-unes qui se sont rajoutées. La liste n'est pas exhaustive, mais les principales, évidemment, toutes les activités qui sont pas liées aux affaires électroniques, qui intègrent de manière significative des fonctionnalités d'IA, ça ne sera pas admissible, évidemment. Il y a l'ajout, je vais en parler après, c'est les activités relatives à l'entretien et l'évolution. Il y avait eu des modifications dans le cours de l'évolution du CDAE pour ajouter certains types d'activités qui étaient, par exemple, au niveau de l'entretien d'évolution ou les activités pour assurer le bon fonctionnement des systèmes qui avaient été acceptés. Toutefois, maintenant, ces activités-là ne le seront plus. Évidemment, il y a toujours, ce n'était pas admissible en CDAE, ça ne l'est toujours pas en CDAE-IA, les activités d'exploitation de solutions d'affaires électroniques ou les systèmes informatiques et d'infrastructure, l'exploitation de centres de relations clients, l'installation de matériel. Je veux juste revenir là, sur le point que vous avez vu, il y a eu un élargissement, évidemment, au niveau des critères des activités. Toutefois, par exemple, ça ne veut pas dire que une société, par exemple, qui est dans les centres de données, qui est dans la business du centre de données, qui va passer au niveau des revenus maintenant, évidemment, rendu aux activités, ne pourra pas, évidemment, réclamer le crédit, étant donné que c'est toujours une activité exclue au CDAE-IA. Prochaine planche. Évidemment, d'autres activités, formation, tâches administratives, les activités qui se rapportent à un système d'information, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes activités exclues. Donc, prochaine. Maintenant, la distinction entre les activités d'évolution et celles relatives au développement, c'est une question qu'on a eue dans notre fiche détaillée. On lui répond également. Vous nous aviez beaucoup posé en nous expliquant qu'évidemment, on vient exclure l'évolution, mais il y a un type d'évolution qui c'est du développement. Évidemment, la loi, nous, ce qui est admissible, c'est au niveau du développement et de l'intégration. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la distinction? Bien, on vient vous donner, c'est pas exhaustif, mais des exemples. Qu'est-ce qui est une activité d'évolution qu'on considère non admissible, donc qui est à une valeur moindre? Que ce soit, par exemple, des ajouts, des modifications mineures, des corrections d'anomalies, mise à jour de composantes logicielles, on donne quelques exemples, versus une activité que vous appelez d'évolution, mais que nous, on appelle de développement. Mais c'est vraiment lorsque vous faites des créations nouvelles, des modifications qui sont majeures, qui changent la structure, le fonctionnement de votre système. Ça inclut vraiment le développement de nouveaux modules d'IA, évidemment, de systèmes autonomes, d'intégration de nouvelles technologies, une refonte de l'architecture logicielle. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont de haute valeur ajoutée. Prochaine planche. On a également, pour vous aider, la présentation sera disponible. Bien, quels éléments vous pouvez, lorsque vous faites l'évaluation, avant de présenter votre dossier chez nous, bien, au niveau des activités d'évolution et de développement, bien, qu'est-ce qui est important à regarder entre l'évolution et le développement? Je ne vais pas les lire, vous allez avoir accès à ça. Donc, prochaine
planche. Définition de l'intelligence artificielle. On n'a pas réinventé la roue, on a parlé à plusieurs personnes, il y a beaucoup de définitions dans le domaine, puis ça évolue évidemment. C'est un domaine là, qui change d'année en année, même de mois en mois, on apprend des nouvelles choses. Donc, on n'a pas réinventé la roue, on a pris la définition qui avait déjà été annoncée lors du dépôt du dernier budget. Donc, définition de l'intelligence artificielle. Évidemment, je ne vais pas la lire, elle est disponible sur notre fiche détaillée. Par contre, des éléments qui reviennent, bien, évidemment, on veut reproduire les capacités humaines via la reconnaissance vocale, la prise de décision. Ça améliore évidemment l'efficacité opérationnelle de nos entreprises. C'est ce qu'on recherche. On veut réduire les erreurs humaines. Donc, ce sont vraiment des termes, des éléments là, qui sont importants. Aussi, la technologie d'IA. Alors, on va vous poser des questions là-dessus. C'est pas exhaustif, mais par exemple, le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur là, qu'on voit dans le traitement, par exemple, des factures qui vont automatiser même le traitement comptable de ces factures-là, les agents autonomes qu'on entend beaucoup parler actuellement, là, qui sont très, très populaires. Évidemment aussi vos systèmes experts que vous avez déjà, mais que vous avez intégrés de l'IA et qui sont rendus beaucoup plus performants, beaucoup plus intéressants pour les utilisateurs de ces solutions-là. Donc, ça fait partie de cette grande définition de l'intelligence artificielle. Prochaine planche. Prochaine planche. Donc, pour l'évaluation de l'admissibilité d'un employé, ça s'effectue sur plusieurs étapes. Pascal en a parlé un petit peu, juste un petit résumé. Donc, la première étape, ça va être vraiment de déterminer que le projet, le mandat et le produit est bien en affaires électroniques et comporte de façon significative des modules d'IA. Par la suite, on regarde si l'employé est à temps plein, le 26 heures, le 40 semaines, pour ensuite y aller avec si les activités qu'il a effectuées dans le mandat sont admissibles, donc ne représentent pas des activités exclues que Pascal vient de vous mentionner. Prochaine affaire. Donc, les critères d'évaluation d'un projet. Nous, on va regarder un peu, aussi Pascal le mentionnait rapidement, donc l'IA doit être intégrée de façon significative dans le produit ou dans la solution. Donc, doit automatiser, optimiser, enrichir les activités. Est-ce qu'il y a un impact mesurable sur les performances par rapport à votre client ou à des clients ou le produit, etc.? La distinction entre la fonctionnalité intégrée versus utilisée comme outil. Je vais m'attarder un petit peu, c'est une question qui a été posée. Donc, c'est le mandat, le produit et le projet qui doit intégrer de l'intelligence artificielle. Si celle-ci est utilisée comme aide au développement, donc on utilise un chat GPT ou peu importe, pour aider à améliorer le développement, la programmation, des choses comme ça ne sera pas suffisant parce que cette intelligence artificielle-là n'est pas intégrée dans le produit, projet et mandat. Donc, l'IA doit permettre des capacités nouvelles, Pascal le mentionnait tantôt, doit être intégrée dans les processus de l'entreprise, toujours un peu encore en intelligence artificielle, mais aussi en affaires électroniques. Donc, il faut ne pas évacuer le petit côté processus. Puis l'évaluation des efforts, bien que ce n'est pas un critère, on va regarder quand même quels sont les efforts qui ont été faits par l'entreprise pour intégrer et développer l'intelligence artificielle. Vous comprenez que si un employé passe quelques mois puis que la société vient nous dire « Ah, on a intégré de l'intelligence artificielle de façon significative », il est possible qu'on pose un petit peu plus de questions pour bien nous assurer. Donc, de là, ce petit commentaire-là. Donc, ça non plus, ça n'a pas changé, mais je veux juste mettre un élément qui est important. C'est là au CDAE, c'est toujours là au CDAE IA. Dans le fond, ce qu'on regarde, on vous demande souvent des feuilles de temps, un système de feuilles de temps, une méthodologie de votre côté. C'est toujours important de prendre en compte que pour le calcul du pourcentage des employés admissibles, si l'employé doit entreprendre, superviser directement ou supporter directement. Par exemple, c'est pour ça que vous avez déjà peut-être eu des refus lorsque vous avez de la supervision là, à plus haut niveau, c'est pas admissible. Bien, ça vient justement de cette notion-là là, qui est dans la loi. Donc, prochaine planche.
Ici, il y avait une question, on l'a aussi dans notre fiche détaillée. Je veux juste prendre une minute là, pour expliquer. On nous demande souvent, là, ou la peur peut-être, c'est les entreprises pensent que c'est seulement les employés qui vont faire de l'IA directement, qui vont être seulement admissibles. Justement, on parle depuis tout à l'heure qu'on va regarder l'admissibilité au niveau soit du projet, du mandat ou du produit. Donc, par exemple, vous développez un produit, ben, ce n'est pas tous vos employés, évidemment, là, qui vont nécessairement développer la fonctionnalité d'IA. Par contre, nous, on regarde le produit. Est-ce que le produit intègre significativement de l'intelligence artificielle? Évidemment, tous les employés qui vont faire évidemment des tâches admissibles seront également admissibles. Ça ne change pas. Donc, par exemple, quelqu'un qui a travaillé, un développeur qui a programmé une fonctionnalité qui n'intègre pas de l'IA, mais qui est dans le projet, dans le produit qui est vendu, ben, à ce moment-là, lui, il va faire partie, étant donné que le produit est admissible. Donc, ce n'est pas seulement des employés là, qui font l'IA directement. Autre exemple, ça pourrait être votre personne qui développe le front, donc le graphisme, les graphiques qui va travailler là, pour rendre ça bien au niveau de votre produit. Bien, étant donné que si le produit est admissible, bien, son temps sera admissible également. C'était une précision que je voulais apporter. En conclusion rapide, il reste peu de temps. Tout ça pour dire que nous, on continue nos travaux. On a déjà, avec plusieurs intervenants, donc on remercie aussi l'AQT là, qui est venu nous voir à plusieurs reprises, qui nous a donné beaucoup d'informations. Puis je suis certain que ça continue cette année, nos échanges par rapport à cette mesure-là. Nos prochains travaux, la fiche détaillée, allez la voir. On en a sorti une en juin 2025. On l'a mis à jour en décembre 2025 suite au dépôt du projet de loi et on va la remettre à jour cette année. Et c'est grâce à vos questions. Donc, on reçoit vos questions. Vous nous appelez, vous appelez votre directeur de projet. On peut peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais on les prend puis on essaie en équipe d'apporter des réponses et de les mettre dans notre fiche pour que vous ayez dans le fond, les entreprises aient accès à cette information-là. Formulaire arrive bientôt également, un formulaire adapté pour le CDAE-IA. Et puis, évidemment, la mise en place d'un comité d'autorisation, on en a parlé, là, la majorité des dossiers vont commencer à arriver plus en mars 2027, qui va se poursuivre là, les premières années jusqu'en 2028. Donc, on va travailler également là-dessus. Donc, ben, merci encore beaucoup, Madame Martel, là, pour le forum. Merci, messieurs Joly et Gingras. Merci à vous deux. Vous avez parlé beaucoup de la fiche détaillée. On a comme appris à aller la chercher sur votre site Internet. Comment c'est annoncé quand vous faites des mises à jour sur les fiches détaillées? Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'informations à l'intérieur de ces fiches-là. C'est sûr que c'est sur notre site Internet, donc allez le visiter régulièrement. C'est sûr qu'on ne fait pas des changements là, à chaque mois. Là. Par contre, peut-être à chaque trimestre, allez valider, voir s'il y a de l'information. Habituellement, dès sur la page, on va mettre un bandeau qui est quand même visible, là, comme quoi qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées, pas seulement pour la fiche détaillée, mais également pour, par exemple, le formulaire lorsqu'il sera modifié. C'est ma prochaine, dans le fond, c'était ma prochaine question. Vous avez dit prochainement, c'est prochainement. Oui, ben, on est là-dessus. D'ailleurs, ben, vous les connaissez probablement, là, nos fiscalistes. Donc, c'est leur mandat principal actuellement. Donc, on espère pour le printemps, là, très rapidement, dans les 2-3 prochains mois, d'avoir le formulaire. Ça va ressembler à ce que c'est actuellement, mais il va y avoir des questions supplémentaires, justement pour vous guider, dans le fond, pour bien répondre. Puis, évidemment, vous allez plus le remplir l'année prochaine, là, pour la majorité d'entre vous. Une clarification importante que vous avez apportée aujourd'hui, puis je vous en remercie, là, c'est sur la notion des employés admissibles qui travaillent sur un projet qui intègre de l'IA. Vous savez qu'on vous a souvent interpellé là-dessus parce qu'on était sous l'impression que c'était des employés qui développaient l'IA, il y avait une certaine forme de restriction pour des employés exclusivement consacrés à des tâches d'IA. Donc, ça va peut-être repréciser que il y a une ouverture sur
les employés, l'admissibilité des employés, là? Oui, ben, comme j'ai expliqué, c'est vraiment le projet, produit mandat, la première étape qu'on regarde, à savoir est-ce que le produit est admissible avec les critères. Si le produit est admissible, à ce moment-là, les employés qui travaillent, qui sont, évidemment, il y a une notion de tâche, là, comme vous savez, là, qui peuvent être exclus, mais par exemple, que je vous ai donné un développeur qui ne développe pas nécessairement directement l'IA, mais qui fait partie du produit, qui développe autre chose, bien, étant donné que le produit est admissible, l'employé, le temps employé sera admissible dans le calcul de 75 %. Donc, c'est une nuance importante, là. Oui, c'est une nuance importante que vous apportez aujourd'hui. Donc, vous avez laissé vos coordonnées ici. Merci beaucoup. Dans le fond, là, j'imagine là, le hamster va rouler chez les gens là, qui sont présents. Merci de votre participation. Merci aussi de votre participation active à la consultation. Vous voyez que les éléments que vous avez soulevés, on a pu les transmettre aux instances décisionnelles. Donc, vous avez un formulaire ici qui va vous permettre de donner une appréciation sur la session d'information, mais aussi s'il y a des questions qui subsistent ou d'autres commentaires que vous voulez formuler, vous avez la possibilité de le faire sur ce formulaire-là. Ça va nous être transmis. Nous, on va l'acheminer, puis au fur et à mesure qu'on va obtenir des réponses de la part de nos intervenants, on pourra les mettre sur notre portail des membres. Merci beaucoup à vous, nos conférenciers, puis on peut peut-être les revoir une dernière fois, Maestro, pour votre ouverture. D'abord, tout au long du processus, Monsieur Tremblay aussi, si on peut, Kevin, parce que c'est très important qu'on puisse vous transmettre les informations du terrain. Donc, merci à vous pour tout cela. C'est des gros changements. Les entreprises sont quand même interpellées. La notion de prévisibilité dans les entreprises, c'est excessivement important pour leur budget court terme, mais aussi pour négocier des contrats long terme avec leurs clients. Donc, c'est très important qu'on puisse leur donner le plus de prévisibilité possible. Puis, on maintient le travail là-dessus. Merci à vous. Puis, merci à l'équipe de BDO aussi qui a été un joueur très important là, pour toute la documentation de l'industrie des données sur l'industrie. Puis, je vous invite à télécharger le rapport puis à nous faire signe au besoin. Alors, c'est là-dessus, je conclus. Puis, je vous souhaite un très bel après-midi. On a respecté nos délais. Je vous souhaite un bel après-midi, un bon week-end, puis au plaisir de vous rencontrer bientôt. Merci. Merci. Merci.